En 1946, Paula Jean Weldon, âgée de 18 ans, était étudiante au Bennington College à Bennington, dans le Vermont, où elle étudiait l'art. Alors qu'elle pensait se tourner vers la botanique, elle vivait à Stamford, Connecticut, avec ses parents et ses 3 sœurs cadettes. D'après tous les témoignages, c'était une véritable âme créative. Elle aimait peindre avec toutes sortes de médiums, jouer de la guitare et passer du temps en plein air. En fait, c'était une randonneuse et une campeuse assez expérimentée. Donc, lorsqu'elle a disparu pendant l'hiver 1946 après être partie en randonnée, cela a surpris tous ceux qui la connaissaient. Paula a été vue pour la dernière fois le 1er décembre alors qu'elle travaillait au service du petit déjeuner et du déjeuner dans le réfectoire de son université. Après avoir terminé, elle a quitté son dortoir à Dewey Hall, discuté avec sa colocataire, puis annoncé vouloir faire une pause dans ses études pour partir en randonnée. On dit qu'elle a tenté de convaincre des amis de venir avec elle cet après-midi, mais ils avaient d'autres plans. Paula a quitté le campus juste après 14h30, alors qu'elle était apparemment habillée en fonction de la météo. Elle n'était pas suffisamment préparée à la baisse des températures et au froid qui s'est installé cette nuit-là. Elle a aussi laissé presque tout son argent, n'ayant sur elle que peu ou pas d'espèces et un chèque que ses parents lui avaient donné pour ses frais. De plus, elle n'a pris aucun vêtement de rechange et n'avait même pas de sac à dos. Un automobiliste de passage, un entrepreneur nommé Louis Knapp, a pris Paula en stop vers 14h45 alors qu'elle faisait du stop près du campus sur la route d'État 67A. Elle lui a dit qu'elle se rendait au Long Trail, près de la route 9 à proximité du mont Glastonbury, et il l'a déposée sur la route 9 à environ 4 km du sentier. La jeune femme de 18 ans a été vue pour la dernière fois à 16h. Elle a demandé à des randonneurs où menait le sentier et l'un d'eux a répondu qu'il allait jusqu'au Canada. Ensuite, elle a continué à marcher le long de la route en direction du nord. Cette partie de la route est aujourd'hui connue sous le nom de Harbour Road. Devant elle était une zone boisée, et selon certaines théories, elle aurait pu y entrer alors qu'elle s'assombrissait. Alors que le soleil se couchait vers 17h ce soir-là, Paula n'a plus jamais été vue ni entendue. Les températures ont chuté cette nuit-là et il s'est également mis à neiger. La colocataire de Paula s'est inquiétée le matin en réalisant que la jeune femme de 18 ans n'était pas rentrée la nuit précédente. Elle pensait qu'elle était partie étudier après sa randonnée, mais ne la voyant pas le matin, elle a compris qu'il y avait un problème. Elle a signalé la disparition à l'école, mais la famille de Paula n'a été alertée que le lundi suivant. À cette époque, les étudiants devaient s'inscrire s'ils prévoyaient de rester dehors après 23 heures avant de se présenter à la sécurité du campus. Mais Paula ne l'avait pas fait. L'école a immédiatement commencé à fouiller le campus à la recherche du moindre signe de Paula. Le procureur de l'État de Bennington a été informé de la disparition et le shérif a été sollicité pour aider aux recherches. Au cours des jours suivants, il a été révélé que Paula s'était trouvée sur le Long Trail le jour de sa disparition. Elle n'avait pas précisé à ses amis où elle comptait précisément faire sa randonnée. Cependant, le groupe de randonneurs à qui elle avait parlé cet après-midi a vu dans le journal sa disparition et a transmis les informations qu'il avait. Les forces de l'ordre ont cherché pendant des semaines la jeune fille disparue de 18 ans. L'université a fermé pendant plusieurs jours, tandis que les employés et les étudiants ont aidé à rechercher Paula, mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée. Des centaines de bénévoles, de membres de la famille, de soldats de la garde nationale et de pompiers ont tous participé aux recherches, tandis que des équipes au sol et des recherches aériennes ont exploré le long sentier sans rien trouver. Les théories sur ce qui est arrivé à Paula l'après-midi du 1er décembre varient énormément. Certains chercheurs pensaient qu'elle s'était égarée dans les bois sombres et était morte à cause des éléments, tandis que les autorités ont envisagé l'idée qu'elle était d'une humeur exceptionnellement bonne et avait décidé de laisser derrière elle son ancienne vie pour en commencer une nouvelle, s'enfuyant avec un partenaire secret inconnu. Et cela, bien que certaines sources disaient que Paula n'avait jamais eu de relation. Mais il a également été avancé comme théorie qu'elle avait peut-être été blessée et souffrait d'amnésie, ou qu'elle était dépressive et avait mis fin à ses jours, ou qu'elle avait été enlevée de force alors qu'elle faisait de la randonnée et tuée par une personne inconnue. Ses amis et sa famille jugeaient improbable son suicide, car ses problèmes personnels n'étaient pas pires que ceux d'autres filles de son âge. Comme elle n'avait pas montré de signes de dépression lors de la disparition de Paula et que le Vermont ne disposait pas de sa propre police d'État, des agents du Massachusetts, du Connecticut et de New York ont aidé à l'enquête. Mais la collecte de preuves a surtout reposé sur l'avocat de l'État, le shérif de comté et l'enquêteur d'État. La plupart des renforts supplémentaires n'ont été mobilisés qu'une fois. Le père de Paula, un ingénieur industriel influent et riche, a fait pression sur le gouverneur du Vermont, Raymond Baldwin.
Baldwin a fait venir la policière d'État Dorothy Scoville et l'a affectée à l'affaire, avec le détective de la police d'État du Connecticut, Robert Rundle. Le duo a interrogé les personnes qui ont vu ou pensaient avoir vu la jeune femme de 18 ans le jour de sa disparition, y compris des personnes qui vivaient près du Long Trail ou qui se trouvaient dans la région ce jour-là. Au cours de leur enquête, il est apparu que l'une des dernières personnes à avoir vu Paula vivante était un bûcheron nommé Fred Gadet, qui vivait le long de Harbor Road. Il aurait eu une dispute avec sa petite amie lorsque la jeune fille de 18 ans est passée et Gadet est alors parti furieux. Ensuite, il a fait plusieurs déclarations à la police sur ses déplacements après les faits. Dans l'une, il dit être rentré à sa cabane et avoir passé la soirée seul. Dans une autre version, il a pris en voiture la partie praticable du sentier, comme Paula. En 1946, Gadet était considéré comme une personne d'intérêt et on savait qu'il avait menti aux enquêteurs à plusieurs reprises. Il est redevenu une personne d'intérêt en 1952 lorsque l'affaire a été réexaminée. Il aurait dit à au moins 2 personnes qu'il savait où les restes de Paula étaient enterrés. Mais il a ensuite tenté de balayer cela d'un revers de main en affirmant qu'il mentait. Une autre hypothèse dans l'affaire de Paula était que son propre père était impliqué dans sa disparition. Peu avant sa disparition, elle avait annulé des projets de retour chez elle pour Thanksgiving en famille. Elle a dit à sa colocataire qu'elle et son père avaient eu un désaccord, selon un article du Bennington Banner, ce qui contredit les informations trouvées sur la page du Charlie Project de Paula. La jeune femme de 18 ans avait effectivement un petit ami que son père n'appréciait pas. Il pensait que ce petit ami avait quelque chose à voir avec la disparition, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi et n'avait aucune preuve suggérant son implication. Le père de Paula a aussi disparu 36 heures lors des recherches pour retrouver sa fille. Cependant, il aurait apparemment suivi une piste impliquant un témoin ayant aperçu Paula dans le Massachusetts et il n'avait informé personne de l'endroit où il se rendait. Une autre théorie dans cette affaire a été mise en lumière par un auteur américain nommé Joseph A. Citro. Il a souligné qu'entre 1945 et 1950, plusieurs personnes ont disparu dans une région du sud-ouest du Vermont, qu'il a surnommée le Triangle de Bennington. La zone est centrée sur la montagne Glastonbury et comprend de nombreuses villes environnantes, dont Bennington, Somerset, Woodford et Glastonbury. Le 12 novembre 1945, Midi River, âgé de 74 ans, a disparu alors qu'il se trouvait près de Long Trail et de la route 9. Selon Citro, il a été la première victime de la série de disparitions dans ce que l'on appelle le Triangle de Bennington. Accompagné de 4 autres personnes, Midi passait son week-end à chasser dans les montagnes. Ce matin-là, lui et son gendre, Joe Larson, ont marché ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent une bifurcation sur le sentier. Ils ont décidé de se séparer, Midi précisant qu'il n'irait pas loin et qu'il rejoindrait le groupe au camp pour le déjeuner, mais Midi n'est jamais revenu. Le reste du groupe de chasse a commencé à chercher le vieil homme avant d'avertir les autorités. À leur arrivée, les enquêteurs ont mené une recherche approfondie de la zone, mais ont trouvé peu de traces de Midi. Le seul objet intéressant qu'ils ont retrouvé était une cartouche de fusil unique située dans un ruisseau. On pense que peut-être Midi s'est penché et que la cartouche est tombée de sa poche. La disparition de Midi était inhabituelle, car malgré son âge, il était un homme expérimenté en plein air, connaissait bien la région et était en bonne santé. Paula fut la suivante à disparaître en décembre 1946, mais elle ne fut pas la dernière. La 3e disparition eut lieu le 1er décembre 1949. James Tedford, un vétéran de 68 ans, était résident de la maison des soldats de Bennington et a été vu pour la dernière fois à la gare routière de St. Albans après avoir rendu visite à sa femme à Franklin. Des témoins ont vu James monter dans le bus, où il est resté pendant une bonne partie du trajet. Cependant, il aurait disparu entre le dernier arrêt et Bennington. Bizarrement, ses affaires étaient toujours dans le bus sur le porte-bagages et un horaire de bus était ouvert sur son siège vide. Il faut noter qu'un certain temps s'est écoulé entre la dernière fois où James a été vu et sa déclaration de disparition. Il ne s'est pas, comme certains pourraient le penser, simplement volatilisé dans les transports en commun. Comme Paula et Midi, James reste introuvable. Le 12 octobre 1950, Paul Jepson, âgé de 8 ans, a disparu après avoir été laissé sans surveillance pendant 1 heure. Avant de disparaître, il se trouvait dans un camion avec sa mère. Elle l'a laissé seul dans le véhicule pour nourrir les cochons. À son retour, le petit garçon avait disparu. Elle a rapidement alerté les autorités, qui sont arrivées sur les lieux et ont commencé à organiser des équipes de recherche. Malgré une fouille approfondie de la zone, aucune trace du garçon de 8 ans n'a été découverte. Il est à noter que Paul portait une veste rouge vif au moment de sa disparition, un vêtement difficile à manquer dans le décor automnal.
lorsqu'il a disparu. Des chiens pisteurs ont suivi la trace du garçon jusqu'à un carrefour proche du mont Glastonbury, mais aucune preuve n'a été trouvée et ils ont perdu la piste. La dernière victime de cette série de disparitions était Frida Langer, âgée de 53 ans qui a disparu 16 jours après la disparition de Paul. Le 28 octobre 1950, Frida et son cousin Herbert Elsner sont partis de leur campement près du réservoir de Somerset pour faire une randonnée. Au cours du trajet, la femme de 53 ans a glissé et est tombée dans un ruisseau. Elle ne semblait pas être blessée et a ensuite dit à son cousin qu'elle retournerait au campement pour se changer, puis qu'elle le rejoindrait. Cependant, Frida ne retrouva jamais Herbert. Il est retourné au campement, inquiet pour découvrir qu'aucun des autres membres de leur famille avec qui il campait ne l'avait vu depuis que le duo était parti plus tôt. Au cours des 14 jours suivants, 5 recherches ont été menées, impliquant 300 personnes ainsi que des hélicoptères. Mais malgré tous leurs efforts, aucune trace de la femme de 53 ans n'a été retrouvée. Le 12 mai 1950 et 7 mois après la dernière apparition de Frida, son corps a été découvert à 5,5 km du campement. Elle se trouvait dans l'eau, dans la branche est de la rivière Deerfield. Cette zone avait déjà été fouillée, mais seulement brièvement en raison de l'état des restes de Frida. La cause de sa mort n'a jamais été déterminée. Elle fut la dernière personne liée au triangle de Bennington. Les affaires de Midi River, James Tedford, Paul Jepson et Frida Langer n'ont jamais été résolues. On ignore si un acte criminel ou des circonstances suspectes ont été impliquées dans leur disparition ou si leurs affaires étaient liées d'une quelconque manière à celles de Paula. Les enquêteurs, du moins, n'ont jamais relié ces affaires non résolues entre elles. Malheureusement, sans témoins connus, sans corps et sans preuves, l'affaire de Paula n'a jamais été résolue. Et on ignore si Fred Gadet était réellement impliqué dans sa disparition. La gestion de l'affaire a également reçu son lot de critiques, tant de la part du public que du père de Paula. Les shérifs locaux étaient mal formés, et le fait que le Vermont n'avait pas de police d'État signifiait que l'enquête ne s'est pas déroulée aussi efficacement qu'elle aurait pu. En juillet 1947, moins de 8 mois après la disparition, la police d'État du Vermont a été créée. Paula Jean Weldon n'avait que 18 ans lorsqu'elle a disparu à Bennington, dans le Vermont. Elle a été vue pour la dernière fois sur Arbor Road, sur le Long Trail, près de la route 9, près du mont Glastonbury. Paula est décrite comme une femme blanche aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle avait une cicatrice grisâtre sur le genou gauche, une petite cicatrice sous le sourcil gauche et une cicatrice de vaccination sur la cuisse droite. De plus, elle avait un menton fendu et un nez retroussé. Au moment de sa disparition, Paula mesurait 1,65 m et pesait environ 55 kg lorsqu'elle est partie en randonnée. Elle portait une parka rouge avec une capuche bordée de fourrure, un jean bleu, des baskets topsider blanches à semelles épaisses et une petite montre bracelet en or pour femme avec un bracelet noir étroit. La montre porte la marque du réparateur 13050 HD gravée à l'intérieur du boîtier noir. Si Paula est toujours en vie, elle aura 94 ans. Si vous avez des informations concernant sa disparition, vous pouvez contacter la police d'État du Vermont au 80-2241-5355. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.